Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes bien sur Sagiopod, je suis votre hôte Anthony Franck et aujourd'hui nous allons parler du Messie de Dune, puisque le premier livre dont j'ai parlé et qui est le premier podcast d'ailleurs que j'ai publié, donc on va continuer en poursuivant l'ensemble de la saga qui a été écrite par Frank Herbert. Et bien entendu, comme je vous l'ai indiqué, il y a plusieurs bouquins dans cette série. Et donc je tenais à parler bien sûr du bouquin suivant, qui est un bouquin beaucoup plus court. Je crois qu'il doit être 2 fois moins épais, à peu près, à peu près 50 à 60% du premier bouquin. Ce bouquin s'appelle Le Messie de Dune. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je vais peut-être commencer par quelque chose qui est relativement bien connu, en fait, c'est finalement la réception de ce bouquin. C'est-à-dire que le Messie de Dune est le mal-aimé de la série. Et finalement, c'est tout à fait compréhensible, puisque si vous faites la comparaison avec le premier bouquin, dans le premier bouquin, dans Dune, vous avez en fait l'équivalent du parcours du héros classique, c'est-à-dire d'un personnage qui passe à travers différents rituels. Il a un parcours initiatique, donc il y a des rituels qu'il doit passer pour finalement grandir en tant qu'individu. Et dans le Messie de Dune, en fait, on voit l'inverse. On voit quelqu'un qui se fourvoie, on voit quelqu'un qui est en train de devenir l'inverse de ce qu'il était dans le premier bouquin. Donc forcément, vous avez tous les gens qui ont adoré le parcours du héros classique dans Dune, qui se sont retrouvés extraordinairement frustrés de tomber sur un Paul Muad'Dib tel qu'on le voit dans le Messie. Mais il y a un élément en fait qui explique cela, c'est que je pense que l'objectif je suis à peu près certain, mais bon, peut-être que je suis à côté de la plaque, sait-on jamais, que Frank Herbert en fait tenait à clore le chapitre Paul Muad'Dib. Alors quand je dis, enfin pas le chapitre à proprement parler, mais en tout cas, c'est-à-dire à boucler la boucle concernant le personnage. Parce que dans Dune, Paul est un héros. Et dans le Messie de Dune, en fait, il y a une transformation. C'est devenu un anti-héros. C'est un anti-héros sympathique, mais c'est un anti-héros malgré lui. C'est un anti-héros sympathique. C'est une figure religieuse. C'est pour ses proches, en fait, c'est presque ou pour ne pas dire totalement une déité. Mais c'est aussi un tyran qui a énormément de pouvoir, puisqu'en fait, il est devenu l'empereur à la place de l'empereur Padishah Shaddam IV, il a pris sa place. La maison Corino, qui était la maison noble de l'empereur Padishah Shaddam IV, donc a été mise de côté, ils n'ont plus de pouvoir. Paul règne sur Dune, donc où il a son palais. Il a également une maîtrise de l'épice et un contrôle de l'épice qui fait que personne ne peut lui voler finalement le pouvoir qu'il détient. Si ce n'est d'une seule manière, c'est d'arriver à le tuer, en fait. Voilà. Ou d'arriver à le tuer, ou d'avoir un pouvoir d'influence sur lui. Ce qui, bien entendu, sont des éléments qui vont être développés dans le reste de l'histoire. Et c'est ça qui est, en fait, qui est absolument tragique, c'est que vous vous retrouvez avec un personnage qui, au départ, dans le premier bouquin, en fait, passe par tellement d'épreuves qu'il en devient sympathique, même si c'est un noble, etc., etc. Enfin, à la limite, personnellement, ça m'est égal, en fait, qu'il soit noble, pas noble. À ce moment-là, il a des épreuves à passer. En tant que gamin de 14 ans, j'ai le même âge que lui, je m'identifie, donc c'est très simple. Mais là, il est adulte, il y a 14-15 ans qui ont passé, il a une trentaine d'années. Il a depuis l'âge de 17-18 ans, ou depuis l'âge de 16 ans, je ne sais plus précisément pour son âge. Mais il a un pouvoir incommensurable sur l'ensemble de la galaxie. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'il a mis en place, il a lâché les Fremen sur l'ensemble de l'Imperium. C'est-à-dire, il a fallu pour asseoir son pouvoir, il y a forcément des factions rivales, en fait, qui ont voulu résister et qui n'ont pas voulu, en fait, faire partie de son empire. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé ses Fremen, qui sont des combattants endurcis au désert. Il les a envoyés un petit peu partout dans la galaxie pour mater les rébellions. Et c'est ça le problème. Le problème, il est là, c'est qu'on apprend, Paul, pour arriver à asseoir son pouvoir, à tuer à peu près 60 milliards de personnes dans la galaxie. Et donc on se retrouve avec ce Paul-là, qui a un poids, une culpabilité qu'il porte, en fait, qui sont absolument énormes. Et en même temps, il ne faut pas oublier que c'est un personnage, Paul, qui a un pouvoir
incommensurable, c'est-à-dire qu'il a effectué le même rituel que les révérendes mères. Il a pris donc une substance qui vient distiller, qui provient des vers des sables, qui lui permet d'avoir des visions, pas juste au passé, mais également au futur, et surtout au futur. C'est ça qui fait profondément la différence avec lui, c'est qu'en fait, il est totalement, comment dire, prisonnier. En fait, il a différentes visions. Il a une palette, on va dire, de visions, qui est peut-être pas énorme, on le sait pas trop, c'est relativement vague, mais on sait qu'il y a quelques choix en fait qu'il peut effectuer. Et ce qu'il se dit lui en tant qu'être humain, c'est que je dois choisir le choix qui sera le moins pire pour moi, pour mes proches et pour l'humanité. Ce qui ne veut pas dire que ça sera un choix sans sacrifice, hein, mais ce qui veut dire que si il dévie un tant soit peu de la vision qu'il peut avoir, c'est un risque de catastrophe pour l'humanité entière, pour l'Empire dans son ensemble, et c'est quelque chose qui tient à tout prix à éviter. Donc, on se retrouve en fait en face de quelqu'un qui n'est plus dans l'action, comme dans le premier bouquin, on est en face de quelqu'un qui essaye de naviguer à travers les visions qu'il fait, et le fait de surtout choisir, de faire le bon choix, qui permettra de mener la barque de l'Empire, si je puis dire, sans trop de remous. Or, bien sûr, ça va être délicat, puisque malgré le fait qu'il soit une force importante, une force militaire, une force économique avec l'épice, les navigateurs de la guilde sont toujours là, et ils ont besoin de l'épice, même si ça leur est vendu très cher. Le Bene Gesserit est toujours là. D'ailleurs, si la révérende mère Gaius Hélène Moyam va refaire son entrée, je pense, dans le Messie de Dune, pardon. Et le Bene Tleilax, que l'on n'avait pas vu tant que ça dans le premier bouquin, voire pas du tout. Je pense que ça a été évoqué, mais on n'a pas vu agir en fait cette faction. Donc le Bene Tleilax va être beaucoup plus actif, puisqu'en fait, l'ensemble de ces différents groupes vont mettre en place, sont les instigateurs d'un coup d'État, d'un possible coup d'État, donc d'une rébellion qui a pour nature soit de tuer l'empereur, soit de le soumettre à leur volonté. C'est ça qui est aussi extrêmement particulier, c'est que Paul ayant des pouvoirs importants, enfin des pouvoirs d'observation du fait qu'il ait étudié les différents arts martiaux et les différents éléments, enfin les différentes approches psychologiques du Bene Gesserit, il est et si vous ajoutez à ça ses visions, il est en fait capable, il sait très bien qu'il y a un coup qui est en train d'être monté contre lui. Et donc, la seule chose qu'il fait, en fait, c'est de repérer les éléments. Mais du moment que ces éléments s'intègrent dans la vision, en fait, qu'il considère être la bonne, il ne va pas contre les éléments de cette vision, et il ne va pas chercher à tuer ou chercher à éliminer, en fait, les menaces qui se présentent devant lui. Alors, il y a une menace qui est, je dirais, peut-être la plus prégnante, enfin, il y en a deux, essentiellement. Donc, il y a un personnage qui revient, un personnage qui est décédé dans le premier bouquin, et qui revient, et qui donc va être offert comme une espèce de cadeau empoisonné par les navigateurs de la guilde et par un personnage qui n'est pas encore très connu, enfin qui s'est pas encore délivré, qu'on appelle un danseur visage. Alors, petite définition de ce qu'est un danseur visage, pardon. On pourrait appeler ça, enfin d'ailleurs le terme danseur, l'expression danseur visage était une expression là pour le coup très originale, parce que on parlerait de métamorphe éventuellement maintenant, se comprendrait peut-être un peu mieux, encore que c'est pas sûr. Mais l'idée c'est qu'en fait ce sont des êtres humains, des êtres qui sont capables de changer d'apparence, mais à un niveau physiologique, c'est-à-dire ils sont capables de changer de sexe, ils sont capables de changer leur ossature, et ceci par un contrôle génétique très particulier. Donc c'est ce que font justement la guilde du Bene Tleilax, ils font du génie génétique, et les danseurs visages sont en fait une sorte d'armée, mais qui est capable d'espionner, qui a donc un pouvoir, hein, en fait, si on se rend compte, toutes ces guildes ont des pouvoirs très très spécifiques et particuliers, navigateurs étant les visions pour l'espace, pour le voyage dans l'espace, le Tleilax pour faire du génie génétique et être en mesure de créer un être humain à partir de matériel génétique qu'ils ont d'ores et déjà récupéré. Et ça va être toute la difficulté, c'est-à-dire que Paul se retrouve en face
d'une figure du passé, mais qui en fait a été ressuscitée, et il ne peut que l'accepter. Donc, le Tleilax, le Bene Tleilax sont très contents, les navigateurs aussi, parce qu'ils se disent il y a éventuellement le moyen d'avoir un personnage pivot là, à côté de l'empereur, qui pourra l'influencer, et comme c'est notre marionnette, on pourra en retour utiliser l'empereur comme une marionnette également. Et tout ça, Paul en est conscient. Il en est conscient, en fait, il en est même conscient avant de rencontrer les gens et avant de rencontrer ce navigateur. Donc, ce qui est génial pour moi dans ce livre, c'est que l'intrigue, enfin la pression qui s'exerce sur le personnage principal, malgré tout le pouvoir en fait qu'il exerce, la pression qui s'exerce sur lui est tellement forte parce que c'est quelqu'un de bon intérieurement. C'est pas un vachard, c'est pas un vicelard, c'est pas quelqu'un de pervers, c'est quelqu'un qui cherche à faire les choses correctement. Mais il est dans une position tellement délicate que ce livre, en fait, et que le personnage, à travers ce livre, démontre un adage que l'on connaît tous, c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et là aussi, il y a une chose qui est, à travers la pression qui s'exerce sur lui, en fait, il y a presque un côté, je bouge pas. Je vais peut-être un peu à droite, peut-être un peu à gauche, mais je ne veux pas dévier du choix que j'ai fait, de la vision que j'ai eue, de celle que j'ai choisie. Et donc ça le rend complètement paralysé. Je dois avouer, c'est assez particulier. C'est un des facteurs, je pense, qui a fait que le bouquin n'a pas été très apprécié. Je veux dire, on n'est pas dans l'action, on n'est pas dans le parcours initiatique. En fait, si, quelque part, on est dans un parcours initiatique, mais c'est le parcours du héros qui devient un anti-héros. Et c'est-à-dire qui devient l'inverse, l'opposé de ce qu'il souhaiterait être, simplement pour des questions de responsabilité. Enfin, simplement, en fait, c'est facile à dire, mais qui devient l'inverse de ce qu'il est intérieurement, parce que le pouvoir qu'il détient l'oblige à fonctionner de cette manière. Alors, il y a un autre personnage dont j'ai pas parlé, qui est donc Irulan. Irulan Corrino, initialement, donc, qui devient officiellement aussi, qui devient la femme de Paul, mais qui devient la femme de Paul sur le papier, et qui fait partie de l'intrigue, bien sûr, en fait, pour éviter surtout que Paul est un héritier. Donc Paul est officieusement une concubine Shadi, mais en fait qui est officiellement, enfin qui est perçue comme par tout le monde comme étant sa femme. Irulan, c'était juste un mariage de convenance, un mariage entre nobles, un mariage de convenance, mais sans que la consommation du mariage ait été effectuée. Et donc Irulan, qui est légalement son épouse, en fait, va vouloir faire partie du coup contre lui pour arriver justement, enfin, parce que il y a bien entendu de la frustration en tant que personne de la frustration de sa part, à ne pas être intégré, en fait non, pas être intégré, c'est faux, c'est même très artificiel de dire ça, c'est plutôt, elle n'est pas considérée comme sa femme, et c'est ça qui la frustre énormément, parce que bien sûr, en étant considérée, en étant une Bene Gesserit en plus, considérée comme sa femme, elle aurait un pouvoir absolument fantastique à sa disposition également. C'est-à-dire, elle le partagerait avec lui, mais elle en aurait également beaucoup. Sauf que là, non, elle n'en a pas. C'est-à-dire qu'elle n'a pas beaucoup de choix. Donc le seul choix qui lui reste, et c'est quelque part, c'est tout à fait logique, le seul choix qui lui reste, c'est de comploter contre son mari de façade. C'est aussi un des éléments qui est très très intéressant. J'ai lu les 3 bouquins les uns à la suite des autres, hein. Donc j'ai lu Dune, Le Messie et les enfants de Dune, et les autres un peu plus tard. Pas vraiment bien plus tard, mais juste un peu plus tard, un ou 2 ans près. Et ce qui est intéressant avec le personnage d'Irulan, d'abord, elle est dans les notes que vous voyez en haut de chaque chapitre, puisque c'est quelqu'un qui écrit. Donc on a affaire à sa prose. Ça aussi c'est très intéressant, enfin c'est vrai dans la construction du bouquin, le fait qu'il y ait ces petits éléments textuels qui montrent que l'univers en fait est bien plus important que ce qu'il y a écrit dans les chapitres, et ça montre qu'il y a d'ores et déjà une histoire
de Paul Muad'Dib et de son empire, en fait, qui ont d'ores et déjà été mis à la disposition d'un public. Donc c'est quelque chose qui... Enfin, ce qui m'intéressait en tout cas, ce que j'ai trouvé très intéressant pour Irulan, c'est son évolution en tant que personnage. Elle complote parce qu'elle n'a pas autre chose à faire finalement. Elle essaye de le faire changer d'avis. Elle essaye de faire changer d'avis Paul, mais ça ne marche pas. Et donc elle finit donc par comploter contre lui. Et ça va prendre une tournure très particulière. Et donc je voulais également parler d'un autre personnage qui, à mon avis, est un personnage plus qu'important. C'est le personnage d'Alia. Parce que Alia du couteau, sans elle, en fait, elle est un peu plus âgée. Elle est adolescente ou post-adolescente. Et cette chère Sainte Alia du couteau, il faut pas oublier quelque chose, c'est qu'elle est née alors que sa mère Jessica était en train de passer par le rituel pour devenir une révérende mère. C'est-à-dire que les visions ou tout le chapelet si je puis utiliser l'expression, le chapelet de révérende mère qui la précède, Alia s'est soumis à la naissance. À la naissance, elle a subi cette expérience transcendantale, spirituelle, tout ce qu'on veut, alors que son cerveau n'était pas du tout préparé à ça. Donc apparemment, à la naissance, elle regardait les gens dans le siège. Vous voyez, en plus, c'est Barjo, c'est que je me souviens de ces scènes comme si je les voyais, quoi. Je veux dire, elle regarde des personnes qui ont 40, 50, 60 ans, et elle les regarde de manière fixe. Elle n'est pas encore capable de vocaliser et de parler, mais elle regarde les gens comme si elle-même était une adulte en train d'observer d'autres personnes. Et ça met les gens... ça aussi, c'est assez fabuleux de la part de Frank Herbert, d'être arrivé à montrer à quel point, c'est-à-dire d'avoir cette granularité, ce détail, ces éléments de détail et concernant les personnages et la vie de ces personnages, qu'est-ce qui les caractérise précisément, et de montrer à quel point l'enfant Alia jeune était perturbante pour les adultes autour d'elle. Je veux dire, c'est quelque chose, enfin, qui a tout son sens, bien sûr, mais auquel il fallait penser. Il fallait mettre en place cet élément de dramaturgie qui n'était pas du tout, ou de caractérisation, pardon, qui n'était pas du tout, pas si évident que ça au départ, quoi. Mais ça explique ensuite l'ensemble des relations qu'il y a autour d'elle. Alia, c'est quelqu'un elle est un peu folle, quoi. Alors, elle est un peu folle, il faut rentrer dans le détail, c'est qu'elle a les mêmes visions du passé, tout comme sa mère, qui est une révérende mère. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'elle a vécu avec ça. Et donc, elle devient quasiment révérende mère à la naissance. Et le problème avec ça, c'est que les Fremen ont peur de ce qu'ils appellent l'abomination. C'est-à-dire le fait qu'un personnage jeune ou un peu moins jeune soit possédé par une autre personnalité. Il y a aussi un facteur qu'il ne faut pas oublier, c'est que les Fremen, en fait, utilisent l'épice très régulièrement et très souvent, et ils ont même des orgies quand ils utilisent l'épice, des orgies spirituelles, physiques, sexuelles. Donc ça fait partie de leur rituel. Donc c'est une forme de communion en fait ritualisée, mais qui leur permet de se libérer et d'avoir des visions de temps en temps, même si c'est pas du tout du même niveau qu'un Paul Muad'Dib, quoi. Et donc ils ont une appréhension de ces choses-là. Ils savent très bien que jouer avec des substances psychoactives, c'est pas anodin. Et le truc, c'est qu'Alia a été soumise à une des substances les plus psychoactives qui soit dès la naissance, et qui laisse des traces jusqu'à la fin de ses jours, puisqu'une révérende mère passe ses mémoires à une autre révérende mère au moment de mourir. Et donc, on se retrouve en fait avec une adolescente, post-adolescente, pleine d'énergie physique, sexuelle, il faut être aussi très clair, avec peu de personnes capables d'affronter, enfin pas d'affronter, mais d'être à la hauteur en fait du personnage, quoi. Et c'est ça qui est absolument aussi génial finalement, c'est que qui est-ce qu'elle va chercher? C'est l'autre personnage qui s'appelle Hate. D'ailleurs, donc le personnage qui a été offert à Paul Muad'Dib par les navigateurs de la guilde et par le Bene Tleilax, un danseur visage du Bene Tleilax. Donc Hate qui a été proposé en cadeau à Paul Muad'Dib, elle va jeter son dévolu sur lui et finir par arriver à ses fins, bien sûr. Mais parce que ce sont les deux personnages peut-être les plus isolés en fait, et c'est de par leur isolement que ces deux personnages se retrouvent
Donc ça aussi, c'est très intéressant de voir qu'il y a des causes, donc le phénomène de cause-conséquence concernant les personnages, c'est pourquoi ils s'apprécient, c'est parce que ils voient une faiblesse qu'ils partagent eux-mêmes, qu'ils ont déjà, et donc il y a un effet miroir qui s'effectue entre les deux personnages. Donc ça, c'était vraiment chouette. Il y a d'ailleurs une scène concernant Alia, une scène très particulière et vraiment symptomatique, où en fait je pense en fait elle est dans ses quartiers. Encore une fois, si ma mémoire est bonne, mais je pense pas qu'elle me trahisse en ce moment. Elle est dans ses quartiers, elle est en train de s'entraîner, elle est nue. Elle est nue, elle a un couteau et en face d'elle, elle a un automate qui se bat contre elle. Elle a tellement d'énergie que petit à petit, en fait, elle augmente les niveaux de combativité de l'automate en face d'elle, justement. Et ce qui fait que elle voit plus, enfin, un spectateur ne verrait pas les coups arriver. Ça va extraordinairement vite, elle arrive à tout éviter, jusqu'à ce que dans cette scène, il y a un intervenant qui met fin au combat, et Stilgar qui fait des remarques, puisque lui c'est un patriarche d'un sietch Fremen, donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui gère des gens à longueur de temps, qui gère les groupes, mais qui gère aussi les individus, et qui les gère dans un contexte beaucoup plus tribal en fait que le contexte civilisationnel. Ça aussi c'est très très intéressant de voir qu'il y a un clash de civilisation. Vous avez l'Imperium, vous avez Alia qui est la sœur la sœur de Paul Muad'Dib, qui se trouve dans ses propres quartiers en train de s'entraîner, et vous avez le patriarche d'un siège qui est d'une autre civilisation complètement différente, qui les aime, qui apprécie les deux personnages, bien sûr, hein, mais qui lui dit attention, il y a des choses qui se passent chez elle en ce moment, il faut faire très très gaffe parce que ça va avoir des conséquences. Donc je ne rentrerai pas dans les détails bien sûr de la scène, mais c'est très très intéressant à voir de cette espèce de dichotomie qui a, enfin d'approche culturelle justement du problème, et la défense que Alia prend, qui en fait n'en est pas vraiment une, en fait, elle ne peut que reconnaître ce qui se produit, même si elle le nie complètement devant tout le monde. Ça aussi, c'était quelque chose de super intéressant. C'est ça aussi que je trouve très intéressant, enfin, j'arrête pas de dire très intéressant, vous allez m'en excuser, je vais essayer d'éviter d'utiliser ce terme, mais ce qui est passionnant, c'est de voir que Frank Herbert a l'envie, prend systématiquement le parti de faire des chocs de civilisation. Et il le fait pas... Alors bien sûr, il y a les combats, il y a les grandes batailles, tout ça, mais que l'on ne voit pas nécessairement d'ailleurs. Ce que l'on voit à chaque fois, c'est très souvent des expériences individuelles. Il y a un personnage, un Fremen qui va se retrouver dans un lac plein d'eau. Voilà. Et qui va changer sa perspective sur le monde. La scène précédente dont je vous ai parlé, où Stilgar se rend compte de quelque chose qui se produit chez Alia et en parle à Paul, donc qui est son frère. C'est absolument, je dirais, un des éléments, je pense, qui ouvre le plus l'esprit, de voir cette capacité à faire des clashs culturels, mais pas nécessairement violents. Parfois, c'est juste des questions de perspective. Et de voir à quel point, finalement, quand on a des cultures différentes qui se confrontent, ça permet d'ouvrir le champ de compréhension et ça permet de mieux apprécier l'autre, en fait, plutôt que d'être dans quelque chose de monolithique où tout le monde fonctionne de la même manière. Il n'y a rien de plus mortifère, d'une certaine manière. Et dans ce sens-là, d'ailleurs, enfin, j'ajouterais un élément politique, par contre, un élément de politique là-dessus, c'est que dans ce sens-là, c'est justement, il y a rien de conservateur, en fait, dans cette approche-là. C'est même exactement l'inverse. C'est ouvre-toi aux autres, sois conscient de ta personne et de ce que tu apportes, mais fais en sorte que les différences que les autres apportent, les autres puissent apporter, soient en mesure de les apprécier, parce que c'est rare d'avoir des points de vue différents. Ça aussi, c'était très très chouette. Alors si on va dans l'extrême, puisqu'il y a deux autres, en tout cas il y a un élément principal, et donc où j'ai été fortement marqué par ça dès l'âge de 14-15 ans, donc, puisque j'ai lu ce bouquin à la suite, c'est que ce que fait le Messie de Dune, c'est une introduction
à l'intégrisme, à la foi aveugle, à l'intégrisme religieux. Et donc, pour remettre les choses dans leur contexte, on est en 85-86. Donc, si je me souviens bien, je pense qu'il y a un attentat à Paris en 86. Donc, je fais la corrélation, moi, personnellement, entre ce que je lis et ce qui se passe au niveau national en France, en me rendant compte que la foi aveugle, l'intégrisme religieux, c'est quelque chose qui existe, et c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences brutales et néfastes. Donc ça, c'était très fortiche aussi de sa part, puisque c'est un bouquin qu'il a écrit juste après, donc dans les années 60, en fait, je pense qu'il avait, apparemment, il l'a sorti très vite, ça veut dire qu'il avait des notes déjà, enfin, tout était d'ores et déjà préparé. Enfin, pas tout, mais beaucoup de choses concernant ce bouquin. C'est fin des années 60, début 70, j'ai pas la date précise sous les yeux. Mais c'est ça qui est intéressant, et puis c'est de voir que il y a beaucoup de choses qui sont artificielles finalement, c'est-à-dire la déification. Alors certes, le personnage principal, Paul, a des pouvoirs surhumains, en fait, qui dépassent, mais c'est du fait de son éducation, du fait de sa capacité de concentration, du fait de la discipline, ou des disciplines, en fait, qu'il a dû endurer pendant une bonne partie de sa vie en étant un gamin, ce qui est un sacrifice aussi, c'est-à-dire que quelque part, et en plus, s'il en ajoute ses visions, bien sûr, en fait, il a arrêté d'être un enfant ou un adolescent relativement vite, du fait des disciplines qu'il a dû endurer, du fait qu'il devient un rebelle et un résistant, et du fait qu'il devient ensuite empereur. Mais il y a une volonté de sa part d'être enfin, il y a une déification volontaire, parce que bien sûr, d'un point de vue politique, ça l'arrange. Ça aussi, ce prisme-là, en fait, devient montre bien, en fait, à quel point la fragilité euh, de ce pouvoir, et malgré son côté un peu absolu, la fragilité est grande, malgré le fait qu'il a des piliers qu'il contrôle très bien, donc des piliers économiques, des piliers militaires, etc. Le fait que, aussitôt, en fait, non, il est évident que Frank Herbert ne sort pas ça de son chapeau comme ça, que ça vient de quelque part, qu'il il a dû forcément penser à l'intégrisme religieux tel qu'il a perçu dans d'autres pays. Et donc il s'emploie à montrer à quel point, en mélangeant l'État et la religion, il y a des choses qui sont délicates et qui biaisent la perception du pouvoir, parce qu'on rentre dans des choses qui sont... il y a le pouvoir séculaire, terrestre, mais, et le pouvoir religieux qui s'associe, c'est-à-dire, en fait, il y a une manière de contrôler le corps et l'esprit de la société, quoi. Et c'est là où c'est très compliqué, enfin, d'un point de vue réel, je dirais, dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, et donc on sait tous jusqu'où ça peut aller, bien sûr, et malheureusement. Mais c'est bien de le voir dans le bouquin, parce que ça vous initie à ces problématiques, ça vous donne un ancrage intellectuel, une capacité à se former l'esprit sur ces problèmes. Alors, se former l'esprit, en tout cas se poser avoir des questionnements, aller éventuellement regarder dans des bouquins d'histoire pour avoir des confirmations, des affirmations. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Je veux dire, c'est pour ça que je préfère parler de foi aveugle et d'intégrisme religieux, c'est que on en voit partout, hein, quel que soit le côté. Si on prend les monothéismes actuels, hein, tous sont infligés d'intégrisme. Tous. Je ne dis pas que la religion elle-même est intégriste, hein. Je dis tous, ils sont affligés, pas infligés, pardon. Ils sont affligés d'intégrisme. C'est-à-dire qu'il y a une petite partie qui ne voit que le verbe et l'interprétation qui est faite du verbe. Et point. Mais si ce pouvoir est associé, si ce pouvoir religieux est associé au pouvoir séculaire, pouvoir terrestre, autant pour forger un empire sous Constantin, hein, l'empire romain, l'empire byzantin, ça avait du sens. Ça se comprend, même si c'est les mêmes conséquences, c'est un pouvoir sur le corps et les esprits. Ne pas oublier que le fanatisme, l'intégrisme, ce n'est pas nécessairement associé à une religion, à la spiritualité. Ne pas oublier que le fanatisme, d'ailleurs on retrouve ça dans le Messie Dune également, le fanatisme peut être associé aussi
à une institution, voire à une administration. Donc avoir le culte d'un corps constitué par des êtres humains, c'est quelque chose de faisable. Et encore une fois, le fanatisme qui est lié à des idéologies n'est pas nécessairement lié, c'est vrai que je me répète, mais je pense que c'est important de le dire, à une religion. Vous avez des fanatiques, je dirais, en termes politiques. Hein. Le fanatisme, encore une fois, donc prend différents types d'expressions. Vous avez des dingos de l'écologisme, vous avez des dingos du communisme, vous avez des dingos du capitalisme, vous avez des dingos de la main invisible du marché qui est en mesure de tout régler. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans une foi absolue, soit dans des corps constitués, soit dans des idéologies, soit dans des mécanismes et des systèmes économiques. Donc ne jamais oublier que ce fanatisme, cet intégrisme, il a différentes expressions et qu'on peut le retrouver dans différents, on va dire, différents corps constitués, que ce soit à un niveau religieux, que ce soit à un niveau administratif, ou que ce soit dans des corps politiques, voire économiques. C'est très important de le signaler parce que c'est encore quelque chose de très très présent à notre époque et que les gens qui comprennent que tout système, enfin le côté absolutiste, le côté absolu justement de ces systèmes et le côté non régulé ou jusqu'au boutiste d'un certain nombre d'idéologies, ne va pas dans le sens de la raison, dans le sens de la logique, de la raison et de la rationalité. Ou alors on est dans la religion de la rationalité. C'est-à-dire que c'est tellement rationnel et c'est tellement purement logique que de toute façon, ça ne peut pas être faux. Mais tout est relatif dans la vie, je dirais. Je suis pas là pour... Enfin, je tiens surtout pas à donner de leçons à qui que ce soit, mais je pense que, oui, hein, en tout cas, il y a une règle aussi scientifique intéressante, c'est celle de la relativité. Et de la relativité d'Einstein, et si cette relativité, on essaye de l'appliquer, entre guillemets, à d'autres domaines de la vie courante, on se rend compte qu'on se rapproche plus de là ou des vérités qui nous entourent, plutôt que de certains systèmes qui se veulent être dans dans un absolu et qu'il est impossible et qu'il serait impossible d'en dévier ou qu'il n'y aurait pas d'exception à ces systèmes ou à ces absolus. Donc toujours, à mon avis, avoir conscience de ces éléments quand on parle de fanatisme, parce que vous avez beaucoup de systèmes notamment qui se permettent de pointer du doigt des fanatismes religieux, et dans ce sens-là, ils ont raison de montrer qu'il y a tel et tel fanatisme qui est appliqué dans certains domaines, notamment spécifiquement religieux, mais vous avez, faut jamais oublier que certains de ces gens qui pointent du doigt oublient de se regarder eux-mêmes et de pointer du doigt ce qu'il y a de fanatique dans leurs propres attitudes. Voilà. Donc je tenais à parler de ça parce que c'est en partie, au final, Paul en fait finit par le subir, ce fanatisme. C'est-à-dire que le fait d'être déifié par tout le monde, ça ne le rend pas humain. Et certes, il a ses pouvoirs, certes, il est capable de faire des choses, certes, il est capable d'avoir des visions du réel à l'avance, mais ça ne le rend pas plus humain. Et au final, je pense que c'est ça, c'est pour ça que le personnage chute. C'est une tragédie, hein, en fait. Hein. Le Messie de Dune, voilà, c'est pas la fête au village, quoi. C'est exactement l'inverse. C'est une tragédie. Et Paul prend une décision à la fin de laisser la scène aux autres, en fait. Hein. Sans rentrer dans les détails, n'interprétez pas ce que je suis en train de dire comme étant une décision mortelle, c'est peut-être pas le cas. Mais c'est important. C'est très très important parce que le personnage est tellement pressurisé par sa déification, par le pouvoir qu'il a dû exercer, par les horreurs en fait qui ont été faites en son nom, qu'en fait il ne peut plus supporter la situation. C'est impossible pour lui. Donc je pourrais rentrer dans des considérations concernant la fin, c'est-à-dire comment l'intrigue en fait se précise avec le danseur visage, avec le Ghola, donc du personnage ressuscité, le Ghola s'appelant Hate.
Donc je pourrais bien sûr préciser ce genre de choses, mais je pense pas que ça soit le plus utile. Ce qui m'intéressait, c'était plutôt de parler des thématiques qui ont été évoquées, qui sont, je dirais, très sensiblement... Elles sont plus qu'évoquées, en fait. Il y a de la nuance, il y a de la subtilité, il y a ce genre de choses qui permettent de mieux les appréhender et qui permettent tout simplement de se faire une opinion et à un âge relativement tôt. Donc c'est pour ça que j'aime ce livre, malgré le fait qu'il n'ait pas été apprécié. Moi, je l'ai apprécié à cause de ça, justement, parce que c'est une tragédie, parce que Paul devient un personnage tragique, parce qu'il subit des choses qu'il ne voulait pas subir, mais qu'il n'a pas le choix, et parce que le peu de choix qu'il fait, en fait, ce sont tous des mauvais choix, il n'a pas de bons choix, il n'y a pas de meilleurs choix, et c'est ce qui le rend humain, en fait. Paradoxalement, c'est cette pression-là, et le fait de refuser cette pression-là, au final, qui rend le personnage très humain. Et c'est ce que je garderai en mémoire concernant ce bouquin. Voilà, j'espère que l'exploration que j'aurai effectuée du deuxième bouquin de la saga aura su vous intéresser d'une manière ou d'une autre. En tout cas, que vous aurez appris quelque chose ou que cela aura suscité votre intérêt pour lire ce livre. Et je vous dis donc au prochain numéro. Je crois qu'on va parler d'une série, en effet. Je pense que ce sera le mieux, histoire de changer un petit peu. J'ai pas mal de bouquins qui sont en préparation, enfin de podcasts qui sont en préparation sur les bouquins. Donc je vous tiendrai au courant. Mais je pense qu'après Dune, quand j'aurai fini de traiter de la saga de Dune, je vais passer à son opposé en termes de philosophie politique, puisque ce sont des bouquins qui ont, enfin, clairement entre 30 et 40 ans d'écart, 30 et 40 ans d'écart, oui, tout à fait, puisque je parlerai de la série La Culture de Banks, qui est vraiment l'opposé absolu, polar opposite, de ce qu'a fait Frank Herbert, puisqu'on parle là d'une société, d'une culture, a mis en place une forme d'anarchie socialiste dans l'espace, dans une société galactique. Donc il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui sont arrivés, je dirais, à décrire ce genre de choses de manière crédible et intelligente, et d'en montrer les limites également. Voilà, bon, on n'y est pas encore. Là, pour l'instant, on va continuer à la série de bouquins de Frank Herbert jusqu'au bout, jusqu'au dernier qu'il a pu écrire. Et ensuite, on passera à d'autres choses, mais je tenais à vous prévenir un petit peu à l'avance pour que vous compreniez que l'exploration des différents livres de science-fiction qui m'ont plu, en tout cas, va continuer. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.